Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Je salue à mes côtés Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Dans quelques minutes, nous recevrons Monique Sorrentino qui a pris la direction générale du CHU Grenoble-Alpes il y a un peu plus d'un an. De l'accueil des usagers à la concertation avec le personnel, en passant par la naissance d'une communauté de santé, la crise des urgences ou la médecine du futur, les sujets ne manqueront pas. On essaiera d'y voir un peu plus clair, mais on commence comme chaque mois par l'actualité de l'innovation. Permettre à des personnes avec un handicap moteur de se mouvoir grâce à la pensée. Cela peut sembler futuriste et pourtant c'est ce que vient de démontrer une étude clinique réalisée à Clinatech avec le CAEA et le CHU Grenoble-Alpes et publiée dans le journal de Lancet. Une première mondiale pleine d'optimisme et d'espoir pour le futur. Charlotte Faulkner, Loïc Cognier. Pouvoir marcher ou encore bouger les bras, cela semblait inimaginable pour Thibaut, tétraplégique suite à un accident en 2015. Mais grâce à un exosquelette et des neuroprothèses, il ne lui suffit que de penser pour se déplacer. Une prouesse scientifique possible grâce à ces deux implants placés sur sa boîte crânienne. C'est un dispositif qui est composé de 64 électrodes qui est prévu pour être implanté au niveau de la boîte crânienne. Donc deux dispositifs ont été implantés, un sur le cortex moteur droit et un sur le cortex moteur gauche pour capter l'activité cérébrale correspondant à, par exemple, le mouvement du bras droit et le mouvement du bras gauche. Les implants fonctionnent avec des algorithmes de décodage qui vont déchiffrer les signaux cérébraux en temps réel pour ensuite transmettre l'information à l'exosquelette. Les implants ont été posés sur Thibaut en 2017. Il lui a donc fallu 2 ans d'entraînement pour pouvoir contrôler l'exosquelette. 3 fois par semaine, j'ai un chercheur qui vient à la maison où on travaille en fait sur des avatars, sur des jeux vidéo en gros, pour pouvoir s'entraîner au maximum, trouver comment optimiser l'utilisation de l'exosquelette. Et du coup, quand je viens à Clinatech, une fois par mois, là on essaye de tout mettre en application pour travailler au mieux dans l'exosquelette. Cette première mondiale est le résultat de plus de 10 ans de recherche entre Clinatech, le CEA de Grenoble et le CHU. Et les résultats vont au-delà des espérances que s'était fixée l'équipe scientifique. Je ne pensais pas véritablement qu'on arrive, j'allais dire aussi facilement, aussi bien à ce qu'on a voulu faire. Parce que là, on a touché du doigt tous les objectifs primaires et secondaires qu'on s'était donnés au tout début en faisant le planning de cette expérience. L'essai clinique va donc se poursuivre avec Thibaut et 3 nouveaux patients tétraplégiques devraient le rejoindre au cours des prochaines années. Alors Vincent, ce qu'on vient de voir, c'est encore un signe que Grenoble est en pointe dans le domaine de l'assistance robotique. C'était un magnifique signe, c'est un succès, j'allais dire, remarquable. C'était dit dans le reportage, mais c'est une première mondiale et il faut bien en avoir conscience que le professeur Benhabib travaille sur ces sujets-là depuis des années. Ce qui est effectivement extrêmement appréciable, c'est que jusqu'à présent, il fallait implanter des électrodes dans le cerveau avec les risques que cela pouvait... De l'électrostimulation profonde. Et qu'aujourd'hui, ce sont des capteurs qui sont implanté effectivement, mais à la surface du crâne. C'est effectivement un bel exemple d'innovation et encore une fois une première mondiale dont beaucoup ont parlé ces derniers jours. Dont on peut se satisfaire dans l'arc alpin et ce n'est pas le seul exemple. Alors, ce n'est pas le seul exemple. Alors, d'abord, juste un mot sur Clinatech. C'est quand même aussi un centre d'excellence et qui est unique, puisque d'avoir un CHU quelque part délocalisé dans un centre de recherche, celui du CEA, qui permet de marier, j'allais dire, la recherche fondamentale, les développements et l'aspect médical, c'est quand même unique.
Et puis dans le domaine de la robotique, effectivement, on a la chance en Isère d'avoir beaucoup d'entreprises qui sont présentes. Alors certains disent même que Grenoble est la capitale mondiale de tout ce qui est la chirurgie assistée par ordinateur, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se développent dans ces domaines-là, telles que par exemple des entreprises comme Surgivisio, comme Euromems, comme Coedis, et j'en oublie un certain nombre. Et j'imagine qu'on en reparlera très prochainement grand plaisir. Notre check-up. Vincent, est-ce que vous connaissez ce film génialissime, Un jour sans fin, de Harold Ramis, dans lequel Bill Murray revit continuellement la même journée ? La journée des marmottes, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite? Non, j'avoue que je ne le connais pas. On le regardera ensemble. Eh bien, pour le Centre régional de coordination de dépistage du cancer Auvergne-Rhône-Alpes, Octobre Rose, ça ne doit pas être un seul mois dans l'année, mais c'est toute l'année que les femmes doivent être sensibilisées au dépistage du cancer du sein. Avec 12 000 décès par an, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Chaque année en France, 59 000 cas sont détectés. La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce. Entre 2 consultations chez le médecin, les femmes peuvent aussi apprendre à détecter des anomalies. La palpation reste une palpation médicale effectuée par un médecin. Et ça, c'est quelque chose à faire tous les ans. Il faut aller tous les ans, toute sa vie, à partir de 25 ans jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, la surveillance médicale et le toucher, c'est très important pour donner des indications entre 2 examens. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde? On va à la fois regarder visuellement, puisqu'on est les seuls à connaître bien la forme de nos seins, leur couleur, depuis qu'on est petite. Ça va être de regarder s'il y a un changement de pigmentation, si la peau à un endroit fronce, par exemple, si la peau est attirée vers l'intérieur, s'il y a comme une fossette ou de la peau d'orange, comme si on avait de la cellulite, sur le sein est cabossé. C'est tout des signes de quelque chose qui se passe à l'intérieur qui doit nous éclairer sur le fait qu'il faut absolument en parler à son médecin pour que lui puisse intervenir. Il ne faut pas attendre, faire l'autruche, parce que ça va contre, le temps joue contre nous. Le centre de coordination lance un appel aux femmes de 40 à 70 ans volontaires pour participer à un projet international baptisé MyPebs qui vise à individualiser le dépistage en tenant compte du risque de chaque femme à développer un cancer du sein. Plus d'informations sur le site mypebs.eu. Des médecins du CHU participent notamment à cette étude. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, on en parle dans une minute. Nous sommes de retour dans Check-up pour parler santé et innovation. Et aujourd'hui, on examine le CHU Grenoble-Alpes. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci Vincent Templard, président de Medicalps, d'être toujours là. La directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, Monique Sorrentino, vient de nous rejoindre. Bonjour madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Vous avez pris vos fonctions à Grenoble il y a un peu plus d'1 an. Et une ville et un environnement que vous connaissez bien puisque je crois que vous y avez fait une partie de vos études. Tout à fait, j'y ai étudié il y a pratiquement une 30aine d'années. Je suis vraiment heureuse de revenir dans cette région qui dispose d'immenses potentiels et de beaucoup d'énergie et de dynamisme. Grenoble, mais aussi Grenoble-Alpes, puisque c'est l'intitulé du CHU. Qu'est-ce que ça regroupe, le territoire médical de l'arc alpin ? Eh bien, en dehors de la métropole de Grenoble, ça regroupe les établissements de l'Isère, notamment l'hôpital de Voiron, dont nous parlerons probablement plus tard. Ça regroupe après tous les établissements qui sont sur l'arc alpin, avec des groupements hospitaliers de territoire autour d'Annecy, de Chambéry, d'Annemasse, des établissements du Mont-Blanc. Donc, c'est tout ce qui concerne l'arc alpin. Et donc, le CHU est le centre hospitalier universitaire de référence pour cet arc alpin, puisque nous avons des activités de recours, de référence, nous formons les internes et donc nous déployons nos activités sur ce grand territoire. Le CHU Grenoble-Alpes, c'est le plus gros employeur de l'agglomération grenobloise, si je ne me trompe pas. Oui, et dans la mesure où nous allons fusionner avec l'hôpital de Voiron, nous allons dépasser le cap des 10 000 employés, donc on sera autour de 11 000. Et oui, nous sommes le premier employeur, comme en général tous les hôpitaux sont souvent les premiers employeurs de leur commune, quelle que soit la taille de l'hôpital. Alors,
Pour l'instant, le CHU compte 9500 collaborateurs. Alors, vous êtes arrivé dans un contexte un petit peu difficile, comme ça peut être le cas dans d'autres hôpitaux, mais il n'empêche que quelques mois avant votre arrivée, le rapport du médiateur Édouard Coutier avait révélé ici des cas de souffrance au travail et de maltraitance. Il a fallu surmonter ça? Oui, bien sûr. Le centre hospitalier de Grenoble s'est doté dès le printemps 2018, donc avant mon arrivée, d'un plan que nous appelons qualité de vie au travail, avec un certain nombre d'actions qui ont été mises en place immédiatement lorsque ces événements se sont produits. Et donc, nous sommes en train de mettre en place ce plan qualité de vie au travail avec des actions à court terme, des actions à moyen terme, à long terme, pour redonner plus de bien-être au travail. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a une situation particulière sur le CHU de Grenoble, et globalement, dans le système de santé, nous sommes confrontés à une nécessité de transformation de notre système de santé qui s'exprime à Grenoble et qui s'exprime ailleurs. Alors l'une des premières choses que vous avez souhaité faire, c'est de rencontrer les personnels. Pour quelles raisons ? Eh bien, écoutez, pour quelles raisons ? Parce que ce sont ces personnels qui font l'activité, qui sont au contact des patients au quotidien. Donc, il était très important pour moi qu'au-delà de toutes les rencontres institutionnelles que bien sûr j'ai fait en parallèle, que j'aille directement sur le terrain, rencontrer mes équipes et pouvoir discuter de façon très très ouverte avec elles. Et ces rencontres ont été extrêmement intéressantes. Alors je crois qu'ils étaient en attente de me rencontrer, mais moi-même j'ai beaucoup appris et ces personnels m'ont vraiment transmis leur motivation, leur grande valeur, leur sens du travail et leur volonté de rester des personnels soignants de grande qualité au service des patients. Donc il y a une très très belle énergie au CHU de Grenoble et des personnels qui, malgré des difficultés qui sont réelles et qu'on va essayer de résoudre progressivement, ont toujours envie de donner et de se dévouer à leur métier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lors de ces rencontres ? Est-ce qu'ils étaient surpris de vous rencontrer ? Oui, pour certains, oui. Oui, c'était de la direction, c'était peut-être la première fois ? Non, ils ont déjà rencontré des directions. Mais là, c'est vrai que le mode d'échange, c'était pas simplement des visites. Moi, j'ai organisé des réunions. On a pu s'asseoir, se poser pendant 2-3 heures avec des groupes qui n'étaient pas plus importants que 25 personnes, parce qu'au-delà de 25 personnes, c'est quand même compliqué d'établir des échanges. Donc, on a vraiment pris tous le temps, parce que ces personnels aussi ont consacré du temps à ces rencontres pour échanger, s'écouter sur la façon qu'ils avaient d'envisager l'évolution de l'hôpital et puis justement la façon de travailler ensemble et de nous manager tous ensemble avec notre collectif. Voilà. Donc oui, c'était des rencontres très surprenantes. Alors au-delà de mes rencontres avec le personnel, il y a eu des échanges très intéressants aussi entre personnes qui faisaient partie de ces réunions et qui ne se connaissaient pas forcément. Et ces rencontres, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez maintenir, que vous pourriez faire régulièrement ? Absolument. Donc là, je souhaiterais les refaire probablement à partir du début de l'année prochaine, en revenant avec des éléments concrets, puisque moi, ces personnels m'ont posé des questions, donc je suis redevable de revenir vers eux avec des propositions, des avancées, des sujets qui ont avancé vite, d'autres plus lentement, mais donc j'envisage de refaire une série de réunions de ce type en début d'année prochaine. Voilà, j'en avais fait une quinzaine, donc c'est long, mais c'est vraiment très très important pour moi. Vous êtes en cours d'élaboration d'un projet managérial, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc dans le plan amélioration de la qualité de vie au travail qui avait été adopté au printemps 2018, il y avait une série d'actions qui relevaient toutes de l'élaboration d'un projet managérial. Donc en fait, nous travaillons avec le collectif de l'ensemble des personnels médicaux, non médicaux, les représentants du personnel, à élaborer une espèce de charte de fonctionnement interne qui arrive à mieux préciser la façon dont les uns et les autres participent à la vie de l'institution, ont la possibilité de s'exprimer, de faire des propositions, de façon à aller chercher une intelligence du terrain et puis à retrouver le sens et nos valeurs qu'on a pu perdre au détour de X ou Y organisation. C'est un petit peu la remise en cause du système pyramidal qu'on a pu connaître ces dernières années à l'hôpital et puis dans bien d'autres Oui, alors sociétés. Je vois que vous avez lu le document. J'ai travaillé un petit peu. Oui, alors effectivement, le constat que nous faisons, c'est que l'hôpital, comme effectivement d'autres entreprises, est vraiment basé historiquement sur un système très très pyramidal, très hiérarchisé.
dont on peut constater aujourd'hui qu'il ne répond pas du tout à la façon de travailler. Et nous avons à l'hôpital, comme ailleurs, à gérer beaucoup de changements, beaucoup d'innovations. Vous en avez parlé, Monsieur Templer. Donc l'hôpital est encore peut-être plus impacté que d'autres secteurs d'activité par des changements qui sont énormes, que ce soit sur les techniques médicales, mais aussi sur les organisations et les modes de prise en charge du patient. Donc en fait, alors on a des contraintes fortes et on a à évoluer en permanence. Donc sans nous en apercevoir, les hôpitaux ont vraiment beaucoup évolué et les équipes se sont transformées. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on professionnalise davantage la façon d'accompagner les équipes dans ces changements. Et je crois que c'est ça le défi que nous avons devant nous et qu'on cherche à exprimer via le projet managérial. Voilà, donc on devrait adopter un projet managérial d'ici cette année. Donc je reviendrai vers les équipes pour bien communiquer sur ce projet managérial. Et puis on va mettre en place ce projet managérial avec un certain nombre d'évaluations pour être sûr que ça sert à quelque chose, qu'on progresse, qu'on avance et essayer au fur et à mesure de modifier les postures. Et l'idée, c'est aussi que les suggestions de personnes qui travaillent au quotidien avec les patients, ces suggestions-là ne se perdent pas dans des méandres administratifs. C'est ça. Les circuits décisionnels sont complexes dans une entreprise humaine de 10 000 personnes. Donc effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller capter des initiatives et d'essayer de les conduire au maximum. Et on sait qu'aujourd'hui, effectivement, entre le terrain où peuvent pousser des initiatives et puis un système qui arrive à décider et à mettre en place des actions, il peut y avoir beaucoup de pertes en ligne et c'est assez dommage. Donc on travaille beaucoup sur de la subsidiarité, sur laisser un peu plus d'autonomie aux équipes pour être plus réactifs, plus agiles et puis essayer d'avancer ensemble. Ce que vous décrivez, madame, dans le monde de l'entreprise, on parle de l'entreprise libérée. Est-ce que c'est une analogie que l'on pourrait prendre? Oui, je crois que les organisations hospitalières sont des organisations humaines comme dans d'autres secteurs. Donc oui, on retrouve ces concepts-là. Et c'est vrai que ça nous demande quand même beaucoup de modifications dans nos postures. On n'a pas toujours non plus un statut qui correspond à ça. On a des systèmes d'évaluation qui sont très, très archaïques, on dira. Donc on va essayer de les faire évoluer pour être vraiment au cœur de rencontres avec un individu, savoir comment il se situe dans son travail, quels sont ses problèmes, comment il souhaite évoluer. Donc vraiment essayer de s'appuyer sur toutes ces nouvelles techniques de management. Et c'est difficile de passer d'un système qui a été très pyramidal descendant à quelque chose où on va libérer l'initiative. Donc ce projet managérial, c'est d'abord une réorientation, mais il nous faudra sans doute du temps pour que l'ensemble de l'établissement retrouve un peu plus de liberté, d'entreprise libérée et qu'on arrive à faire en sorte que les personnels retrouvent un bien-être au travail et un épanouissement professionnel. Chose que l'on souhaite vraiment. Et puis c'est aussi pour le bien-être des patients, qui est une des premières priorités, bien sûr. Pour mieux communiquer, il faut aussi passer par des temps de détente entre personnels d'une même direction qui, vous l'avez dit, ne se connaissent pas toujours. Ils ne se sont même parfois jamais croisés. Je vous propose de regarder le reportage de Lina Badreddine. Dans le cadre d'un projet global managérial, le CHU Grenoble-Alpes a proposé à ses agents une journée de cohésion. Ici, le pôle recherche, constitué d'environ 150 salariés, cette structure a la particularité de comporter des équipes de 2, 3 et même 40 personnes à la direction de la recherche, tandis que d'autres sont seuls dans leur service. Alors l'objectif vraiment de cette journée, c'est d'apporter de la cohésion d'équipe. Parce que comme nos équipes sont éclatées dans tous les services du CHU de Grenoble, les agents ne se connaissent pas forcément tous. Ils ne savent pas qu'ils ont des collègues dans le service juste à côté qui fait le même métier qu'eux. Et c'est important qu'ils puissent échanger, qu'on puisse passer une journée comme ça, un peu loin de notre quotidien aussi, pour resserrer les liens, apprendre à se connaître. Ça va faciliter, je l'espère, les communications futures dans toutes les études qu'on conduit. Avec l'enveloppe proposée par la Direction générale de qualité de vie au travail, les agents ont choisi d'organiser une journée pour passer du temps ensemble. Première étape, le matin, la rencontre et apprendre à se connaître. J'ai rencontré des gens avec qui, des gens que j'appelle tous les jours, mais qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, j'ai pu les connaître. Ça va forcément changer quelque chose au niveau de la relation entre les services cliniques et la direction de la recherche. Donc on va mettre des noms sur le visage. Sur tout le pôle recherche, 90 personnes ont répondu présentes autour de ce projet commun. Alors Monique Sorrentino, ça peut sembler un peu anecdotique, mais c'est quand même un bon départ.
Eh bien, merci. Merci de cette remarque. En fait, nous mettons en place aussi un petit budget participatif ou une enveloppe qualité de vie au travail qu'on distribue à l'ensemble de nos pôles d'activité médicale. Et le premier exercice, c'est que le pôle décide ensemble de savoir ce qu'ils veulent en faire. Donc, on en fera un bilan. Pour l'instant, on n'a pas tous les retours, mais c'est une enveloppe complètement ouverte. Donc voilà, là, ce pôle a décidé de faire cette journée. D'autres ont fait d'autres réalisations. Et voilà, l'idée, c'est que on essaye de changer un petit peu la donne dans les établissements et qu'on puisse avoir des moments qui facilitent les liens entre l'hôpital. Donc je crois que l'hôpital est peut-être un lieu encore plus qu'ailleurs où on travaille ensemble au service des patients. On a énormément de métiers différents dans l'hôpital, on a beaucoup de disciplines différentes et l'exercice de la médecine aujourd'hui est de plus en plus collégial, concertatif, participatif. Donc on doit travailler ensemble à tous les niveaux, à l'intérieur d'un service, entre plusieurs hôpitaux. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors on a des outils qui nous aident, etc. Mais l'humain reste vraiment très important. Et c'est quelque chose qui était beaucoup remonté des réunions et des rencontres que j'ai pu avoir avec l'ensemble des personnels de l'établissement. Et puis c'est important aussi pour les patients, parce que dans une entreprise, j'allais dire lambda, quand on se dispute entre collègues, ça n'a pas tellement de conséquences. Quand on est dans un couloir d'hôpital avec des personnes qui sont dans des situations difficiles, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, peut-être que c'est plus compliqué. En tous les cas, il faut arriver à trouver des temps où on exprime des désaccords, c'est normal. Mais il faut justement susciter ces temps d'expression de désaccords pour que ça ne dérape pas sur des tons qui ne sont pas effectivement recherchés et acceptables. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, des cristallisations dans quelques secteurs, des difficultés comme pour les urgences, un secteur qui est, semble-t-il, toujours sous tension et ce n'est pas particulier au CHU Grenoble-Alpes. Oui, alors les urgences, depuis plusieurs années, continuent d'avoir une activité qui augmente alors que beaucoup de mesures ont déjà été mises en place avec plus ou moins de résultats. Et aujourd'hui, on constate quand même qu'on a toujours un afflux de patients aux urgences et qu'on est en difficulté sur ce secteur. Alors, vous pouvez nous rappeler combien il y a de passages aux urgences on en a chaque année? 120 000 et puis on est toujours en augmentation. Donc là, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais ça risque d'augmenter. Donc on n'arrive toujours pas à réguler les flux en amont. Voilà, donc c'est une question qui est posée au niveau national. La ministre de la Santé et des Solidarités a déployé une première partie du plan urgence. Donc il y a des choses qui sont gérées au national pour améliorer la régulation et essayer de ne solliciter les services d'urgence que pour les cas les plus graves, les plus importants. Sur le territoire de Grenoble, on travaille bien avec la médecine libérale qui a quand même organisé un système de permanence de soins qui existe, qui est structuré, qui est durable. Donc on essaye de travailler ensemble et on a encore des travaux à engager sur ce secteur pour mieux gérer les urgences. Mais il est vrai qu'on est vraiment en difficulté et qu'au final, on n'est pas toujours au rendez-vous des attentes des patients et qu'on a des pics d'activité qui sont toujours très très difficiles à gérer. Mais on a mis en place beaucoup de mesures en interne et on a encore beaucoup de travail pour arriver à mieux travailler avec l'ensemble des professionnels de santé de la ville. Alors, toutes ces mesures se déroulent dans le cadre du plan national également, Ma Santé 2022. Voilà, alors après, si on prend un peu plus de recul que le seul secteur des urgences, effectivement, le président de la République, en septembre 2018, a annoncé la stratégie de transformation du système de santé qui est portée par le président de la République en personne, puisqu'on a connu beaucoup de réformes de l'hôpital public. Et aujourd'hui, la réforme, c'est vraiment la réforme et la transformation de l'intégralité du système de santé. Vous en avez parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur des parcours de soins pour les patients. On a aujourd'hui des ruptures dans les parcours de soins et il faut absolument qu'on arrive à améliorer ces ruptures dans les parcours de soins parce que c'est parfois de la non-qualité. Quand on dit non-qualité, c'est aussi un coût pour la société. Voilà, donc on a à travailler encore beaucoup plus les uns avec les autres. Alors tout à l'heure, on parlait de ce qui se passait à l'intérieur d'un hôpital ou déjà à l'intérieur d'un hôpital, on a des vrais enjeux de communication, de fluidité. Mais il faut aussi que l'hôpital travaille encore plus avec les partenaires, donc les partenaires des autres établissements privés du territoire, mais aussi la médecine libérale et puis d'autres partenaires du monde médico-social. Voilà. Vous n'êtes pas en concurrence, en fait. Tout le monde essaye d'évoluer dans la même... Voilà, on a des besoins de santé. Nous sommes tous des professionnels de santé pour arriver à gérer les besoins de santé d'un territoire. Donc, en fonction des territoires, les offres de soins sont très variables et il faut
qu'on travaille ensemble pour avoir des projets médicaux les plus partagés et les plus proches des besoins de santé des patients, de leurs évolutions. En matière d'innovation, on sait que le CHU de Grenoble est bien placé. Quel impact cela pourrait-il avoir justement sur le parcours de soins du patient demain ? Alors, un impact important puisqu'on a des professionnels de santé qui sont déjà très investis sur la logique de parcours. Sur l'établissement, nous avons déjà beaucoup d'infirmières de parcours. Nous avons des actions de recherche sur les parcours. On essaye aussi d'intégrer la partie de prise en charge des patients à domicile dans des protocoles de recherche pour essayer de faire évoluer. Donc, le CHU est particulièrement attaché à travailler sur ces sujets-là, sur la prise en charge des maladies chroniques, où dans les maladies chroniques, on a des liens pendant très très longtemps entre la ville, l'hôpital successivement. Donc on innove là-dessus. On a aussi un système d'information qu'on fait évoluer. On veut vraiment avoir un système d'information beaucoup plus fluide et ouvrir nos données et les partager avec la médecine de ville. Donc on est en train de déployer un logiciel informatique qui devrait aussi nous faciliter les transmissions d'informations avec les professionnels de santé et de ville et directement avec les patients. Alors, le Chuga vient d'obtenir une certification de niveau A par le Collège de la Haute Autorité de Santé après une visite au printemps dernier. C'est le seul établissement hospitalo-universitaire à être reconnu ainsi. C'est évidemment une satisfaction. C'est une immense satisfaction, effectivement, pour l'ensemble des personnels. Juste pour rectifier, nous avons été certifiés A, donc nous sommes le seul centre hospitalier universitaire à être certifié A en première intention. Parce qu'on peut être certifié B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en première intention ? Donc, on a 4 niveaux de certification, A, B, C, D. Et donc, B, c'est que vous êtes certifié, vous avez des choses à revoir. Et A, ça veut dire que, globalement, vous avez largement répondu au référentiel qualité. Donc, c'est une classification. Les rapports de certification sont d'ailleurs publics, tout le monde peut les lire. Et c'est une reconnaissance, c'est un label qualité pour les établissements. Voilà. Donc, précédemment, 4 ans avant, le CHU de Grenoble était certifié B, donc on s'est vraiment amélioré. Et quand on est A en première intention, c'est que le collège de certification de la Haute Autorité de Santé a donné le niveau A dès le premier tour. Sinon, on peut être en B, voire en C. L'établissement peut proposer des actions correctives et puis on est reclassé quelques mois après. Parfois, il peut y avoir une contre-visite et puis on remonte en niveau. Voilà. Donc là, l'avoir en première intention, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour le CHU. Et c'est pas toujours évident d'obtenir cette certification A en première intention. Voilà, puisque je suis ici, vraiment, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels parce que c'est l'expression d'une prise en charge collective, une prise en charge médicale, paramédicale, des services logistiques, administratifs et techniques. Et vraiment, ces procédures de certification ont fait progresser les hôpitaux et redonnent vraiment beaucoup de sens aussi dans le travail des soignants. Là, on est vraiment sur leur cœur de métier et on progresse beaucoup. Alors, il y a une différence entre le temps réel et le temps administratif. Vous êtes au Chuga depuis un peu plus d'1 an, je le disais. Finalement, c'est l'exercice 2020 qui sera vraiment le vôtre. Quelle empreinte vous voulez lui donner ? Ah, quelle empreinte ? Eh bien, écoutez, une empreinte positive. On a géré pendant toute l'année 2019 la préparation de la fusion avec le centre hospitalier de Voiron. Donc, c'est une grosse étape. Et l'année 2020, on va dérouler tout ça. L'année 2020, ça va être l'année de renouvellement de nos instances, puisque dans le cadre de sa fusion, nous recomposons toutes nos instances. Donc, pendant ce dernier trimestre 2019, nous procédons à l'élection de toutes nos instances de concertation médicale, soignante et nos représentants du personnel. Nous reconstruisons nos instances de gouvernance, le conseil de surveillance, et à partir de 2020, on les met en place. 2020, ça va être l'année de préparation de notre nouveau projet d'établissement 2021-2025. Donc, on va tous travailler à déterminer notre stratégie en lien avec le plan régional de santé, qui est déterminé par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va préparer ce projet d'établissement.
On va commencer à mettre en place le projet managérial et puis on va gérer tous nos gros chantiers d'investissement pour moderniser le CHU de Grenoble et l'hôpital de Voiron. Eh bien, on va détailler tout ça dans les minutes qui nous restent. Vous le disiez, au 1er janvier 2020, le CHUGA fusionnera avec le centre hospitalier de Voiron. Le décret a été signé par le Premier ministre il y a quelques jours et publié au journal officiel. Ce sera une étape supplémentaire, même si les deux structures étaient déjà très liées. Et pendant ce temps, les travaux du futur nouvel hôpital de Voiron se poursuivent sur la zone des Marteaux. On regarde le reportage de Lilian Veillé, on en reparle juste après. À 1 an de la fin des travaux, le nouvel hôpital de Voiron prend forme et devrait tenir ses nouveaux délais. Le déménagement de l'hôpital actuel dans ses nouveaux locaux est prévu pour décembre 2020, avec une ouverture du centre hospitalier début 2021. Les 120 employés du chantier ont terminé une bonne partie des gros travaux dans les 2 bâtiments principaux. Le premier, le plateau technique, composé du secteur des urgences, des blocs opératoires, USIC, hôpital de jour et consultation externe, et un autre bâtiment que l'on appelle le plateau d'hébergement, où nous aurons toutes les unités d'hospitalisation du futur hôpital de Voiron. La partie hébergement est terminée à 40% et les travaux du plateau technique sont avancés de moitié, mais on peut déjà voir à quoi les futurs locaux ressembleront avec un bloc opératoire témoin. On retrouve également les ambiances, donc on va retrouver le plafond soufflant qu'on retrouve généralement dans tous les blocs opératoires, un cialytique, c'est le système d'éclairage, et ici on aura un bras distributeur de fluide pour les anesthésistes. Une chambre de soins critiques témoin a également été équipée avec du matériel moderne, comme un bras d'anesthésie et un rail lève-malade qui sera présent dans toutes les chambres du futur hôpital. Le centre hospitalier de Voiron et le CHU de Grenoble vont d'ailleurs fusionner au 1er janvier prochain pour consolider l'offre de soins sur le territoire voironnais et accroître le partage d'informations entre les 2 établissements. On a déjà 30 postes médicaux partagés entre le CHU de Grenoble et l'hôpital de Voiron, et c'est vrai que c'est une dynamique que l'on souhaite conforter pour porter un projet médical fort sur le bassin de Voiron. La fusion est un accélérateur de ce projet médical et va permettre de conforter l'offre proposée sur le territoire du Voironnais. Le nouvel hôpital voironnais disposera de 197 lits d'hospitalisation et de 33 places ambulatoires. Alors, est-ce que cette fusion, ça signifie par exemple qu'il y aura un partage des dossiers, le dossier d'un patient qui a été examiné à Voiron, s'il nécessite d'être vu par un médecin à Grenoble, les dossiers pourront être transmis plus facilement? Oui, c'est vraiment, la fusion est un simplificateur de convergence des systèmes d'information. Donc là, on va avoir strictement les mêmes logiciels et donc un dossier patient qui est ouvert à Grenoble, mais pour un patient qui a une partie de sa prise en charge sur Voiron, on récupérera vraiment toutes ces données alors qu'aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Est-ce que ça voudrait dire également qu'on pourrait faire appel à des consultations à distance si on est à Voiron et suivi par... Oui, ça peut aussi se faire, mais ce qu'on va quand même essayer de faire plus tôt, c'est qu'on déplace des médecins de Grenoble vers Voiron pour des consultations spécialisées sur des temps les plus courts possibles. Mais si on peut déplacer des médecins, on préférera faire ça. C'est quand même plus facile pour une insertion dans les équipes. C'est d'ailleurs ce qui est fait, comme le reportage le dit, on a déjà 30 postes médicaux partagés. Et puis on a d'autres projets qui sont en cours. En tous les cas, les équipes travaillent encore plus ensemble. On les regroupe. On en fait plusieurs séminaires. On en a fait un hier sur Voiron pour que les équipes se rencontrent, élaborent des projets. Et à l'occasion de ces rencontres, il y a beaucoup d'idées qui jaillissent. Et on en reparle dans le cadre du projet d'établissement sur lequel on doit travailler pour l'année 2020 et qui conduira notre action pour les années 2021 à 2025. Alors un hôpital tout neuf pour Voiron, d'autres également dans l'arc alpin et pour Grenoble qui sera peut-être le dernier. Je crois que vous avez un projet immobilier. Oui, alors déjà je suis vraiment très heureuse que le chantier de l'hôpital de Voiron puisse aller à terme de sa construction. On l'a attendu longtemps. Hein. Voilà, ça a été une longue histoire et vraiment les professionnels de santé de Voiron ont été courageux, ils n'ont jamais lâché ce projet, tenace, alors que le projet a bougé assez souvent. Donc vraiment, c'est bien qu'aujourd'hui il soit calé. Normalement, on l'ouvre fin 2020, donc c'est la dernière ligne droite. Sur Grenoble, nous avons déjà 2 gros chantiers
chantiers qui sont engagés. Le chantier du nouveau plateau technique, qui est un chantier que l'on voit le long du tramway, qui a été arrêté parce qu'on a eu une faillite d'entreprise au milieu. Donc c'est ce qui s'était passé aussi pour Voiron. Voilà, alors sur Voiron, ça s'est arrêté, mais il y a eu un repreneur. Sur Grenoble, ça a été plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu de repreneur. Il a fallu arrêter le chantier. Il a fallu, ça a été très difficile, démonter les grues, les arrêter, et puis avoir plus de grues du tout et quasiment plus de vie sur le chantier pendant quelques mois. Le temps de relancer une consultation, retrouver quelqu'un qui nous continue le chantier. Et là, ça y est, le chantier est reparti. Nous avons à nouveau des grues et donc le chantier repart. En parallèle, on a un chantier qui n'est pas visible de l'extérieur puisque c'est une rénovation in situ où on refait tous nos blocs opératoires, nos salles de radiologie interventionnelle. Et ça, c'est un chantier qui est très, très, très attendu depuis longtemps et qui permettra d'avoir des meilleures conditions de travail pour tous les personnels, anesthésistes, chirurgiens, infirmières de bloc, infirmières, anesthésistes qui travaillent en bloc opératoire. Et on a une première grosse livraison qui arrive au printemps de l'année prochaine et ce sera déjà un grand souffle donné. Alors une fois qu'on a fait ces 2 opérations, il nous reste quand même tout Michalon. Michalon, donc, c'est un établissement de pratiquement 170 000 m², construit dans les années 70. Alors, il y a eu beaucoup de bâtiments de ce type-là construits dans ces années-là à Grenoble. Après les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est superbe. Vraiment, il a été extrêmement bien conçu, mais il est compliqué de le moderniser, de le rénover, de le mettre aux normes. Et donc, on avait un schéma directeur de rénovation de toutes les unités d'hospitalisation étage par étage progressivement, mais ça nous conduisait jusqu'en 2037, donc on a rebattu les cartes pour essayer d'imaginer un scénario plus rapide. Et donc aujourd'hui, nous partons sur un scénario où nous allons extraire de ce bâtiment à peu près un tiers des surfaces qui correspondent aux unités d'hospitalisation, qui sont nos premières urgences de rénovation, puisqu'on a des unités encore vieilles. On a souvent une seule salle de bain pour une unité de 25 à 30 lits. Donc, c'est vraiment pas du tout à l'image d'un hôpital d'aujourd'hui. Voilà, donc on est extrêmement en retard. Donc, on va sortir ces unités d'hospitalisation, construire assez rapidement. Assez rapidement, voilà, c'est-à-dire pour nous, rapidement, c'est fin 2025 qu'on devrait disposer de ce bâtiment, de façon à aller assez vite sur cette rénovation. Et là, on commencera sur une construction nouvelle très connectée à l'hôpital actuel, parce que ça c'est important. On pourra vraiment concevoir ce bâtiment d'hospitalisation et d'hébergement avec les équipes pour avoir les meilleures conditions de travail. Vous avez vu que sur Voiron, ils avaient prévu des rails dans toutes les chambres. On va essayer de se poser cette question-là aussi sur Grenoble, parce que c'est des améliorations des conditions de travail très très importantes pour les personnels. Voilà. Et puis les surfaces qui vont se libérer après sur Michalon, ça va nous permettre, une fois qu'on aura rattrapé ce retard, de se projeter très rapidement vers le futur, vers l'avenir, et là d'innover, puisqu'on va réutiliser tous ces mètres carrés disponibles dans Michalon, avec aussi une rénovation, bien sûr, une modernisation, pour se lancer très très fort sur la médecine de parcours, la médecine ambulatoire, et puis essayer de remettre en synergie nos équipes pour tout ce que sont nos activités hors d'unités d'hospitalisation, et on en a beaucoup. Les consultations, les hôpitaux de jour, les explorations fonctionnelles, des équipes mobiles, des centres de référence de maladies rares. Et puis, on veut aussi, autour des disciplines et des services ou de certaines maladies chroniques, pouvoir raccrocher nos équipes de recherche. Vous les avez vues tout à l'heure, donc certaines sont regroupées en service central, d'autres sont dans les services au plus près de l'activité clinique. Et là, on veut vraiment remettre en synergie toutes ces équipes pour favoriser les soins, bien entendu, les parcours des patients, et puis aussi pour aller favoriser des actions de recherche clinique où on va pouvoir rapprocher les chercheurs de tous nos cliniciens. Le CHU travaille déjà avec Oragène, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est une association entre les CHU de la région, le centre Léon Bérard, pour parler du génomique. Et donc c'est un projet de recherche qui a été sélectionné au niveau national avec des ressources particulières pour du séquençage à haut débit. Et donc, Grenoble est très, très investi avec des professionnels de santé de haut niveau et chercheurs pour pousser ce projet Oragène qui est très, très regardé au niveau national. Mais on en a d'autres. On a été aussi retenu pour l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on a beaucoup de bonnes nouvelles sur le CHU, sur les activités innovantes et de recherche, à côté de nos activités de soins que nous assurons, que nos professionnels assurent avec constance, malgré des difficultés. On en a parlé sur les urgences, mais ça concerne tout l'établissement.
Alors, quand j'ai préparé cette émission avec vos équipes, on m'a parlé de médecine 4P, voire de médecine 6P. De quoi s'agit-il? C'est cette médecine du futur qui pourra être appliquée dans les nouveaux bâtiments? Voilà. Et là, c'est vraiment là que s'expriment le plus les enjeux de transformation du système de santé. Il faut qu'on fasse encore plus de médecine préventive, encore Donc plus ça fait un P. Prédictive, préventive, personnalisée, participative. Voilà, je crois qu'on y est. Parcours patient pour les 6P. Si vous voulez encore ajouter c'est pas moi. Voilà, donc c'est vraiment toute cette nébuleuse là que nous devons structurer beaucoup mieux. Alors bien heureusement qu'on n'a pas attendu ce concept de médecine 4P pour en faire. Donc on a déjà plein d'initiatives, plein de morceaux de ces parcours qui sont mis en place, mais il y a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Et là, ça interroge très très fort la place du patient dans le dispositif. Alors je pense qu'on peut tous se féliciter que le patient soit beaucoup plus acteur de sa maladie, qu'il souhaite avoir des informations, qu'on les lui donne, qu'on les lui explique. Et on sait à quel point, quand le patient participe à sa maladie, les choses peuvent se passer tout à fait différemment. Donc ça remet au cœur du dispositif le patient et puis tous les professionnels de santé, que ce soit des professionnels de l'hôpital, des professionnels de la ville, des spécialistes, des généralistes, des infirmières, des personnels sociaux aussi. On sait à quel point les assistantes sociales ont un rôle, par exemple, très important, mais ce sont aussi les diététiciennes, les psychologues. Et c'est vraiment tout ce dispositif qu'on est en train de réorganiser dans l'ensemble de notre système de santé. Merci beaucoup, Monique Sorrentino, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très ambitieux, bon courage. Les hospitaliers ont du courage. Vous tenir au courant de l'avancement des travaux. Merci encore, Vincent Templard, pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau check-up. Portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.